Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Il vaut mieux que François Hollande ne regarde pas les journaux avant sa conférence de presse, ça risque de rendre plus difficile l'exercice de méthode Coué. Les Échos, la récession contraint la France à se réformer. Même tonalité dans l'opinion, le nouveau quotidien libéral et européiste. Entre socialisme et rigueur, François Hollande contraint de sortir de l'ambiguïté. Le Figaro, récession, exigence de Bruxelles, crise d'autorité, Hollande dos au mur. Oui, parce qu'avec la contrainte, c'est l'image du mur qui revient ce matin. Le Monde, Hollande face au mur des réformes. Le Point, lui, s'interroge. Qu'est-ce qui coince ? En une de Libération, il tend les mains vers le ciel comme pour implorer un signe, une grâce. Et le titre, qui rappelle qu'en ce moment, certains, dont Ségolène Royal, ne se privent pas pour critiquer, désir d'avenir. Deux mots sont en une de quasiment tous les journaux ce matin, Hollande et récession. Oui, et la référence qui revient, elle revient sous la plume de Dominique de Montvalon dans l'opinion et dans les propos de Jacques Attali rapportés par les Échos. C'est cette citation du cardinal de Retz, chère à François Mitterrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Donc la tâche s'annonce difficile pour un François Hollande que tous vos journaux décrivent en roi de l'évitement. Alors dans Le Monde, une pleine page d'acteurs économiques, Daniel Cohen, Claude Bébéar, Henri Sterdignac, qui suggèrent les réformes à accomplir d'urgence. En finir avec la rigueur, s'attaquer vraiment à l'échec scolaire en primaire, rehausser les marges des entreprises. Il y a ceux comme Jacques Attali dans les Échos qui prétendent à l'indulgence tout en allongeant la liste de ce qu'il faudrait faire et qui n'a pas été fait. Et ceux comme Ezra Souleyman dans Le Point qui dressent un constat assassin. Les Français ne connaissent pas ses grandes idées, sa vision du pays, de l'Europe et du monde, ni même les réformes majeures et structurantes qu'il va concrètement engager. Alors, sur la place des jeunes dans une société qui privilégie les seniors, sur la croissance comme vernis, alors qu'il faudrait définir les futurs secteurs de croissance et la stratégie pour les développer, eh bien, il cogne Ezra Souleyman. Il a fait ce que beaucoup d'hommes politiques font, consacrer toute son énergie à conquérir le pouvoir. En clair, gagnons d'abord et on verra après. Souleyman est un tenant d'une démocratie, d'une social-démocratie assumée, mais les tenants d'une économie régulée sont tout aussi sévères. Dans le Nouvel Observateur, François Bazin rappelle comment Pierre Mauroy, en voulant sortir Jean-Pierre Chevènement du ministère de l'Industrie, parce que son interventionnisme hérissait les milieux économiques, a provoqué son départ, privant François Mitterrand d'un des piliers de son édifice politique. C'était en 1983. Ceux qui plaident pour l'exfiltration d'Arnaud Montebourg devraient méditer les leçons de l'histoire, nous dit Bazin. Mais François Hollande, lui, devrait méditer sur l'échec de 1983, quand Mitterrand n'a pas voulu choisir entre Chevènement et Delors. Rien à voir, la presse s'intéresse ce matin au géant américain de la chimie, Monsanto, et à la brevetabilité du vivant. Oui, c'est Libération qui revient là-dessus, parce que c'est vrai que c'est passé un peu inaperçu. Un agriculteur a été condamné par la Cour suprême des États-Unis pour avoir replanté des graines qu'il avait achetées dans un silo à grains de sa région. Mais certaines de ces graines contenaient des caractéristiques des semences OGM produites par Monsanto et devaient donc en être issues par replantage. Donc, usage de graines copiées et atteinte à la propriété intellectuelle. La pratique d'échange de graines entre paysans est millénaire, mais aujourd'hui, 5 géants de l'agro-industrie, dont Monsanto, contrôlent 60% des ventes de semences à travers le monde. Et ce qui concerne les graines pourrait rapidement s'étendre à nous. Dans sa chronique publiée dans les Échos, le Nobel d'économie Joseph Stiglitz raconte comment les startups américaines spécialisées dans les tests de dépistage génétique cherchent à s'approprier les droits sur ces tests. L'extension de la propriété intellectuelle aux vivants, nous dit Stiglitz, privera les pays pauvres de thérapie et empêchera l'innovation. Mais le profit, lui, n'a pas de limite. Et c'est l'un des enjeux des futures négociations à l'OMC dans lesquelles l'Europe semble tellement impuissante à faire valoir son modèle. Un constat ce matin, les hommes vont mal. Oui, on parle encore de génétique. Dans Le Point, le démographe Hervé Lebras l'affirme, être un homme est une maladie génétique. La masculinité raccourcit l'espérance de vie de 6,7 années en moyenne. Et rien à voir avec le fait que les hommes travaillent, rien à voir non plus avec les risques de cancer, on peut éliminer ça. Alors, nous dit le démographe, il faudra un jour s'attaquer à cette inégalité. D'autant que les malheureux sont aussi frappés psychologiquement, c'est la une de Sciences Humaines. La fin de l'homme, l'identité masculine en question. En fait, c'est le titre d'un best-seller américain, La fin de l'homme. Et le dossier nous raconte le blues du mal contemporain, obligé de composer avec une égalité des sexes qui remet en cause, voire criminalise, tous les critères de la virilité. Tu seras un homme, mon fils, et bonne chance. Le clin d'œil. Oui, notez que les femmes ne vont pas mieux. Il suffit de lire l'article de Rue 89 sur le développement
développement de la chirurgie esthétique. Se faire refaire les seins, en fait, c'est du tout venant, c'est banal. Maintenant, les demandes des patientes concernent les aisselles, oui, les aisselles qui ne sont pas assez blanches, ou la vulve qui n'est pas assez régulière. En fait, c'est une référence à l'imagerie pornographique, à une éducation des filles qui est faite uniquement par Internet et par ces images retouchées. Alors si ça peut rassurer les hommes, l'émancipation des filles, c'est pas pour maintenant. Merci Natacha Polony.